Go. Bienvenue sur Consultant local. Je suis Nancy Macri en présence de ma partenaire Audrey. Bonjour tout le monde! Et aujourd'hui, on a un beau témoignage de vie. Soyez attentifs, vous allez voir, moi je dirais presque elle pourrait devenir humoriste. Mais je vous la présente tout de suite, c'est Marie-Pierre. Merci Marie-Pierre d'être là avec nous. Ah, ben merci à vous, ça fait tellement plaisir. J'ai hâte. Fait que on voulait savoir, toi, au niveau de ton enfance, qu'est-ce que tu étais? J'étais un enfant très, très imaginative, très, très... En fait, j'étais enfant unique pour la plupart de... En fait, bref, j'étais enfant unique de base, puis j'ai passé le clair de mon temps dans ma chambre vraiment beaucoup. J'avais des mondes imaginaires, mes toutous étaient tous vivants, j'avais un monde complètement à moi. J'ai toujours été très solitaire de nature, un peu par force et un peu de nature. Donc, voilà, avant d'être brisée, j'étais vraiment un enfant très, très jovial, très souriante, très énervée. Hmm. Ça date pas Puis d'hier. adolescente, qu'est-ce que ça t'avait de l'air? En fait, j'ai eu un élément déclencheur à l'âge de 9 ans. Mes parents se sont séparés de façon très abrupte, pas violemment, mais ça a été, je m'y attendais pas du tout. Je suis arrivée chez moi, les meubles étaient plus là. Ça a été vraiment très difficile. Donc, à partir de 9 ans, je pense que c'est à partir de là que j'ai un peu arrêté d'être un enfant. Euh, Ma mère s'est mise en couple avec un ami de mon père. Ça a été. Puis, vu que j'avais 9 ans, j'ai compris un peu ce qui se passait. Donc, c'est sûr qu'à l'adolescence, je partais déjà avec un handicap, si on veut, parce que ma famille s'était déchirée vraiment beaucoup. Je ne voyais pas du tout mon père à ce moment-là. D'avoir un ami de la famille avec qui j'ai passé des soupers quand j'étais jeune, là, qui est devenu le chum de ma mère, ça a été vraiment difficile. Donc, à l'adolescence, ça a juste continué, en fait. Ça s'est juste un petit peu, ça s'est aggravé dû aux hormones aussi, dû à l'adolescence, tout ça, ce qui se passe dans le cerveau, la chimique, s'affirmer et tout ça, là, tout. Fait que je pense que c'est l'adolescence, ça a été là où est-ce que tout a commencé. Mettons. Et si tu nous parles de ce commencement-là? En fait, ça a été, j'ai toujours été quelqu'un qui s'est mutilé depuis très longtemps. Je pense que j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Encore là, j'étais quelqu'un de... Oh, excusez-moi, j'ai eu quelque chose en même temps qui s'est présenté. Je suis vraiment désolée. C'est ça, j'ai perdu le fil. Je suis désolée. Il n'y a aucun problème. C'est quoi je disais? Fait La que mémoire. tu parlais de mutiler, tu te Oui. mutilais. Donc, c'est comme ça que ça a commencé vraiment parce que je le faisais, j'étais encore là très, très seule. Je sortais presque jamais de ma chambre, pas nécessairement par choix. Ça a été là, je passais tellement de temps avec moi-même à vivre des émotions très, très fortes que je ne comprenais pas, que je ne savais pas comment gérer ces émotions-là. J'avais aucune idée. Fait que ça a été un exutoire très, très longtemps. Puis c'est devenu, avec les années, une habitude comme une drogue. C'est devenu une habitude que c'était bien ancré. Là, ça va faire 6 ans, je ne me mutile plus. Mais j'ai commencé à 12 ans, puis jusqu'à 25, 26, j'ai continué là, à me mutiler. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à rencontrer à l'école des gens qui se rendaient compte de mes blessures. La DPJ a aussi entré un petit peu dans le processus pour vérifier comment ça se passait à la maison et tout. J'ai pas eu mon diagnostic tout de suite. Ça a été vraiment perçu comme une crise d'adolescence. Ça a vraiment été perçu comme quelqu'un qui attire l'attention. En même temps, aujourd'hui, je me dis, il y a une raison pourquoi j'essaie d'attirer l'attention. C'est ça. Il y a eu plusieurs choses qui auraient dû être notées. J'ai bégayé pendant 1 an et demi de temps. Puis ça, c'était jamais arrivé avant. Donc, oui, on me disait c'est pour attirer l'attention, mais effectivement, j'avais excessivement besoin d'attention à ce moment-là.
Fait que c'est ça. Le diagnostic est venu quelques années plus tard, plus vers 19-20 ans, mettons. J'ai été diagnostiquée à tort au début bipolaire parce que mon père est bipolaire. Donc, au début, on m'a diagnostiquée avec la bipolarité. J'ai eu la médication qui venait avec. Ça m'a complètement gelée. J'étais au radar, littéralement. Donc là, j'ai retourné voir. En fait, j'ai refait une tentative de suicide parce que j'en ai fait plusieurs dans ma vie. Et là, à ce moment-là, j'ai refait une tentative de suicide. Et là, j'ai été pris un petit peu plus au sérieux. On m'a amené à l'hôpital. Et là, j'ai eu un diagnostic plus. J'ai rencontré un psychiatre et là, j'ai eu un diagnostic plus clair de mon trouble de personnalité limite. Donc, dans le fond, ton premier diagnostic, ce que je comprends, c'était pas en fait un psychiatre. Donc, ça devait être un médecin. Mon médecin de famille. OK. Donc, c'est lui qui avait diagnostiqué. Puis, qu'est-ce qui a fait, en fait, que. Donc, tu parlais d'idées suicidaires, tentatives de suicide. Tu en as fait plusieurs dans ta vie. Est-ce que tu voyais justement des éléments déclencheurs avec le passé, avec le recul? Est-ce que tu voyais. En fait, j'ai vraiment pensé très, très longtemps. J'ai eu la ligne de penser que les gens allaient être mieux sans moi. Que je causais tellement de problèmes, que j'avais tellement de problèmes de comportement, que j'étais donc difficile à vivre, que j'étais donc pas fine, que j'étais donc spéciale et tout, que je me suis convaincue, vraiment, c'est devenu une mécanique dans mon cerveau de me dire que les gens allaient être mieux sans moi. J'étais capable de le dealer dans la vie de tous les jours, mais c'est sûr, quand il y avait un élément de crise ou je me chicanais avec quelqu'un ou que quelqu'un m'abandonnait ou qu'à ce moment-là, c'est automatique, ça revenait dans ma tête comme solution. Fait que c'est pour ça que j'ai eu autant de difficultés à long terme à gérer les idées suicidaires, là, dans le fond. Parfait. Puis, justement, avec ton diagnostic de trouble de personnalité limite, à quoi ça ressemble, en fait? Tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas ça, le trouble de personnalité limite, à quoi ça ressemble comme symptômes, comme sentiments à l'intérieur de nous? En fait, c'est selon le DSM-5, pour être diagnostiqué avec un trouble de personnalité limite, il faut avoir au moins 5 traits sur 9. Il y a 9 traits différents. Personnellement, j'en ai plusieurs. Il y en a qui vont en avoir 5, il y en a qui vont en avoir moins. Ça va être des traits de personnalité plutôt qu'un trouble. Donc, c'est vraiment une instabilité émotionnelle. La gestion des émotions est très, très, très difficile. La régularité en général, la stabilité en général, que ce soit financière, que ce soit relationnelle, c'est très, très difficile. Il y a un sentiment de vide permanent. C'est comme s'emmerder profondément, mais tout le temps. Genre, c'est comme j'avais toujours besoin de me sentir, de remplir un besoin, de remplir quelque chose d'important en moi. Mais c'est pas juste genre, j'ai envie de changer mes cheveux. C'est pas juste, j'ai envie, est-ce que j'ai envie de changer de personnalité? J'ai-tu envie de là, je deviens. Puis de là, le problème identitaire qui fait aussi partie des traits. Il y a une instabilité dans l'identité parce que, de un, on se fait dire que notre personnalité est troublée. On se fait dire que voilà, la stigmatisation est encore très présente pour le trouble de personnalité limite, mais c'est ça, c'est beaucoup d'irrégularité, puis c'est un sentiment, quand on vit, c'est comme si on avait une phobie profonde de l'abandon, une phobie inexpliquée. Tu sais, les gens qui vont avoir peur des araignées au point de faire ben nous, c'est la même chose, mais avec l'abandon ou le rejet. Donc, c'est un très gros déclencheur pour nous de vivre ce sentiment-là. Puis malheureusement, on a tendance à le vivre dans des situations qui ne sont pas nécessairement aussi intenses qu'on le perçoit, disons. C'est qu'on en a tellement peur on se prépare à tout. On a tendance à quitter nos relations avant nous être quittés parce que le sentiment est trop douloureux pour nous de se faire quitter. Donc, j'ai été en couple pendant 6 ans, j'ai dû le laisser 12 millions de fois. En cas de crise, mettons qu'il m'a fait du mal, je vais faire du clivage, donc je vais le voir en tout noir au lieu de le voir en zone grise. Je vais le voir en tout noir, il me fait mal, je ne veux plus l'avoir dans ma vie, c'est fini. Mais je ne comprends pas la zone grise à ce moment-là, de dire oui, là, il m'a fait mal, mais ça reste mon chum et je l'aime. Fait que ça crée beaucoup de problèmes dans les relations, même avec les parents, les familles, parce qu'en plus, c'est souvent un élément déclencheur
pour le TPL, les familles puis le passif. Donc voilà, c'est très complexe comme trouble. En fait, de un, je trouve que la description est assez claire et imagée pour qu'on comprenne, en fait, toute la souffrance, en fait, qu'on peut vivre au quotidien. Puis, aujourd'hui, justement, comment ça va? Comment que tu vis avec le trouble de personnalité limite? Je pense que je fais partie des gens qui ont été obligés de gérer leur trouble de personnalité limite dans les pires circonstances possibles. Je m'explique. Mon père s'est suicidé en 2015. Donc, c'est le plus gros sentiment d'abandon que j'ai eu à vie. Je vais peut-être avoir la voix qui tremble un peu. Ça a été un très gros choc pour moi. Moi qui avais fait plusieurs tentatives déjà aussi, c'est venu. Et mon père est ambulancier de carrière, donc c'était très beaucoup mon héros dans la vie. Un moment donné, il y a un psychiatre qui m'a expliqué, pour moi, tu es une des personnes à risque en ce moment parce que ton héros a fait ce que toi, tu as essayé de faire souvent. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Puis d'être obligé de comprendre la mécanique, d'être obligé de... Parce que le sentiment d'abandon, j'ai été complètement submergée. Là. Je me suis noyée dedans, littéralement. Fait qu'il a fallu que j'apprenne vraiment à gérer ce sentiment-là. Donc, il y a un processus automatique qui s'est fait. C'est pour ça que je dis que j'en retire beaucoup de positif aussi de ce qui s'est passé parce que ça m'a appris ma ligne de pensée de dire les gens vont être mieux sans moi. Là. Je l'ai compris que c'était pas vrai parce que je suis pas mieux sans lui. Là. Je ne vais pas mieux à cause qu'il est parti. Ma vie va pas mieux parce qu'il est parti. C'est au contraire. Donc, ça m'a permis de changer ma ligne de pensée, ce qui a fait en sorte que je me suis dit plus jamais, je me rendrai là, plus jamais je vais aller chercher de l'aide avant. Je vais essayer de trouver des outils. Et là, je me suis mis en mode thérapie. Je fais tout ce que je peux. J'apprends le plus possible sur le trouble. J'apprends les termes. Je me suis littéralement plongée dedans. J'ai complété 4 thérapies différentes. Une comportementaux-cognitive, dialectique. J'ai fait une thérapie fermée aussi pour la consommation parce que ça vient aussi avec le trouble. Donc, aujourd'hui, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli ma boîte à outils le plus possible. Même si c'est des petits trucs niaiseux, que ce soit tenir des glaçons dans mes mains quand ça va pas, que ce soit prendre une douche froide, que ce soit d'appeler quelqu'un, que ce soit d'appeler le 811 qui sauve des vies. En passant, le 811, je tiens à le mentionner, Info Sociale sont là. Ils m'ont beaucoup aidé en situation de crise. Donc, voilà, j'ai appris à aller chercher de l'aide aussi. J'ai encore de la difficulté parce que je fais encore de l'évitement, j'ai encore des crises, j'ai encore des moments de... Mais maintenant, ma boîte à outils est vraiment pleine. Fait que j'ai plusieurs solutions ou quand j'arrive pas à avoir les solutions, ben j'ai des personnes qui vont m'aider à trouver des solutions parce que souvent, dans les motifs, la recherche de solutions est vraiment difficile. Donc là, je peux appeler quelqu'un maintenant. J'ai un entourage stable que j'appelle, puis que là, je ventile, je dis tout ce que j'ai à dire, puis après ça, ben, on ressent, puis on est capable de passer à l'action, si on veut. Donc, c'est comme ça que ça a été de m'informer le plus possible, de comprendre, de ne pas juste comprendre pourquoi j'agissais comme ça, de ne pas juste comprendre qu'est-ce qu'étaient mes comportements. Tu sais, oui, j'ai appris que quand je pensais tout noir ou tout blanc, c'était du clivage. Ça, je l'ai appris en thérapie, c'est le terme. Mais j'ai appris aussi pourquoi je faisais du clivage. J'ai appris de où ça startait le clivage. Dans l'enfance, quand tu es jeune, tes parents, tes voix tout blanc. Fait tu fais du clivage un peu quand tu es jeune parce que tu les vois comme ça, mais s'il y a une problématique dans la famille, dans la gestion de crise, dans la gestion, et que là, on n'apprend pas c'est quoi faire la différence entre il y a une zone grise, c'est ma mère, mais ça ne veut pas dire qu'elle a raison sur tout ou l'inverse. Fait que voilà, mais c'est de comprendre d'où ça venait, pourquoi j'avais des réactions comme ça, pourquoi ma mécanique de cerveau était comme ça. Puis ça, c'est très personnel à chacun. Fait que c'est un cheminement qui est difficile. C'est vraiment pas facile. C'est un travail de longue haleine, mais on est des gens excessivement empathiques. On est des gens qui, quand ils se décident que là, on se décide pour de vrai. On est des gens remplis d'amour. Quand on a beaucoup d'amour à donner parce qu'on sait c'est quoi en manquer, on sait c'est quoi. Donc, on est des gens très serviables, très. Il faut savoir creuser en dessous de la maladie. Il faut savoir quand la maladie. Quand tu as la personnalité de la personne dans un conflit,
puis quand la maladie embarque. On la voit, la différence. C'est pas la même personne qu'on a devant nous. La personne devient irrationnelle, la personne devient... C'est là qu'il faut comprendre que c'est la maladie. Puis au lieu de blâmer, il faut essayer d'aider cette personne-là à se recentrer. Puis c'est pas... Je dis souvent que le TPL, c'est comme apprendre une nouvelle langue ou apprendre une nouvelle danse. C'est complètement nouveau. Il faut que tu apprennes à danser avec ton partenaire. Il faut que tu apprennes à comprendre les mouvements puis la mécanique. Puis après ça, ça permet de danser ensemble les deux. Puis voilà. J'adore. Je pense au plan passant. Oh, merci de tout cœur, Marie-Pierre, pour nous avoir expliqué ça si simplement. Et pourtant, on sait que c'est toute une profondeur que tu nous as témoigné. Moi, je te remercie de tout cœur. Ça me fait plaisir. Vraiment. Puis, je me suis dit, en conclusion, quelqu'un qu'en ce moment, il va pas bien puis qu'il vient d'avoir le diagnostic de trouble de personnalité limite, est-ce que tu lui donnerais un conseil en particulier? De un, je lui dirais de voir ça comme un pouvoir magique mal contrôlé. De dire qu'il y a il va avoir des moments difficiles, mais il y a plus en plus d'ouverture pour en parler, pour ne pas se sentir jugé, ne serait-ce que de juste se dire « Maudit, je suis pas toute seule. C'est pas juste moi qui est pas normal, c'est vraiment, il y a quelque chose en arrière qui... » Fait que si en ce moment, ça va pas, dites-vous juste que je pensais pas me rendre à 33 ans dans ma vie. Jamais. Jamais. Puis aujourd'hui, je me suis rendue, puis je m'étonne à dire que je suis heureuse dans la vie. Fait qu'il y en a de l'espoir, c'est un cheminement qui est difficile. Moi, j'essaie de donner des outils pour faciliter le cheminement aussi, parce que quand on le sait pas, c'est très chaotique. Fait que j'essaie d'amener une certaine structure pour que les gens comprennent un peu mieux, puis qu'ils ne se sentent pas complètement dépassés par les événements tout le temps, puis de ne pas savoir où se virer, puis voilà. Il y a des solutions, il y a moyen de moyenner. Je vous le jure qu'il y a moyen de moyenner. Si je suis là, vous avez le droit, vous aussi. OK? Voilà. Wow! J'adore, vraiment. Donc, pour toutes les personnes, justement, qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, qui veulent en savoir plus, parce que je sais que tu informes beaucoup les gens, toutes les informations sont dans la barre d'infos juste en bas. Donc, allez-y, allez la suivre. Elle est quand même très active aussi sur TikTok. Donc, allez la suivre. C'est Marie, la TPL. Donc, un gros merci, Marie-Pierre. Ce fut hyper agréable de pouvoir te connaître, toi, dans toutes tes facettes. Vraiment. Merci beaucoup. Merci.